jusqu'à 15h30, Hervé Fischer et José Lepiez. Bonjour Hervé, bonjour José. Nous Bonjour. allons donc discuter tous les trois, enfin surtout vous deux, de ce sujet de la nature. Qu'est-ce que la nature? La nature existe-t-elle et quel rapport peut-elle entretenir avec l'art? Hervé, tu veux commencer? Ben, si j'y suis invité, bien sûr, mais j'ai hâte d'écouter la musique des arbres de José. Bon, oui, j'ai annoncé d'une façon un petit peu provocatrice que la nature n'existait pas. Peut-être tu peux lancer les images et je vais peut-être commenter les images si tu peux les mettre en grand écran pour Mhm. que je puisse les commenter avec des paroles qui s'appuient sur des images. Voilà. D'abord, remarquez que la nature a beaucoup changé dans toutes les époques, dans toutes les sociétés. Ne serait-ce que dans toutes les sociétés, je souligne cette diapositive qu'en Europe, c'est la main qui change le paysage, tandis qu'en Amérique, c'est le paysage qui domine l'homme. Dans la culture amérindienne que nous avons en Amérique, notamment au Québec, bon, il y a un respect intime, étroit de la nature par l'homme. Ils sont complètement liés. Il y a une unité homme-nature. Et dans une autre civilisation, au Japon, bon, la nature est spirituelle, elle est religieuse, elle exprime peut-être une nostalgie ou peut-être elle demeure très, très actuelle, cette spiritualité de la nature. Donc, il y a comme ça, dans juste trois, quatre exemples, des interprétations très différentes de la nature. Bon, Spinoza disait Deus sive natura, c'est-à-dire que pour lui, la nature, c'était Dieu, ou Dieu, c'était la nature, c'est-à-dire que finalement, Dieu n'existait pas. C'était un premier philosophe matérialiste. C'était une autre manière de concevoir la nature. Et il y a encore beaucoup d'autres façons. Si tu envoies la prochaine image, voilà. En fait, avec le capitalisme, la nature est devenue quantitative, par exemple. Tout ce qui est réel est fabulatoire. Tout ce qui est fabulatoire est réel. C'est ça que je tiens à souligner. C'est-à-dire que nous fabulons sur la nature. Nous ne savons pas ce qu'elle est en elle-même. Et nous avons des fabulations très différentes selon les époques et les sociétés, ou voire les personnes. Et par exemple, la nature de José Lepiez, c'est une nature sonore, certainement une intimité, il nous en parlera mieux que moi. On peut concevoir aussi que la nature est devenue très, très financière. Par exemple, j'ai fait des paysages de la nature qui sont juste des images de variations boursières. En prenant juste deux couleurs, je fais apparaître qu'au fond, notre nature, ce n'est plus le paysage aujourd'hui, c'est la nature financière du monde dans lequel nous vivons. C'est une transformation triviale et assez choquante, mais disons elle est très réelle. La bourse compte beaucoup plus que la nature. Voilà, le ciel, il n'est plus romantique, il est devenu commercial. C'est la variation des valeurs boursières de Boeing et d'Airbus pendant une dizaine d'années. Le ciel maintenant, c'est prendre l'avion, c'est donc négocier son billet d'avion et toutes les problématiques de sécurité. Ce n'est plus du tout le ciel romantique. Et ça continue. Maintenant, la nature aussi, voilà, elle est devenue globale. Avant, elle était locale, la nature. Aujourd'hui, nous avons une conscience planétaire de la nature du fait de l'écologie, du fait de la pandémie comme la Covid. Alors voilà quelques premières idées que je souhaitais exposer, images à l'appui, et puis je crois que c'est le temps que José nous fasse entendre la musique de la nature. José, est-ce qu'on commence par envoyer la petite vidéo peut-être? Et peut-être, oui, je peux essayer de répondre sur cette vidéo en donnant déjà la réponse aux arbres. Voilà, donc pour Omni, je présente un OSNI, un objet sonore non identifié. C'est un petit peu haché, Sonore. mais vous voyez que la stimulation n'est ni par le vent, ni par des cordes, ni la percussion.
Eh bien, un procédé acoustique très différent par la caresse. Donc, jeu de main sur la matière en direct. La relation entre la peau de l'homme et le pourpre du bois. Donc, là, il y a une idée de réunion aussi entre une humanité qui essaye de se détacher, déjà en s'habillant, de se mettre à distance du réel. Alors, est-ce que c'est la nature ou est-ce que c'est autre chose? Mais tu as Voilà. quand même une conception quasiment religieuse. Tu es devant un magnifique portail roman. C'est Oui. choisi. Oui, alors le portail roman, en fait, il fait référence à cette notion de culture qui est soutenue par des piliers de nature. Les piliers, les colonnes corinthiennes, c'est une reproduction ni plus ni moins des bois sacrés, de la forêt, qui est le lieu d'émergence de l'humanité. Le lieu même où, selon les biologistes, l'homme a atteint sa verticalité. Homo erectus démarre dans les forêts. J'aime Et bien là, il y a ça. des... Moi qui vis dans la forêt boréale au Québec, dans une maison en bois, en immersion avec la nature, depuis que j'ai quitté la vie parisienne, j'ai découvert effectivement une nature que j'ignorais complètement en France et qui pour moi est devenue fondamentale, spirituelle. Je ne dirais pas panthéiste parce que le mot est trop connoté, mais très émotionnel. Oui, 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 le panthéisme, il est présent dans ces colonnes, c'est ce qui est intéressant. Ce que tu me disais, religieuse, une image religieuse, pour moi, c'est surtout replacer du spirituel au cœur des témoignages de la religion. Ce ne sont que des témoignages, là. Hein. Des empreintes, comme on le fait beaucoup justement en art, sur les empreintes d'une époque. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les tailleurs de pierre. C'est pas l'évêque ou le curé qui est derrière. C'est la matière, la materia prima. Hein, voilà, et cette relation à la materia prima. Donc, sans parler ni de panthéisme ni de religion, mais effectivement d'une certaine dimension spirituelle, peut-être celle de Saint François, si je veux vraiment faire une référence au christianisme, bien que ce ne soit pas mon propos principal. Euh, mais voilà, pour moi, la question fondamentale est de regagner ou de retrouver, de se remettre à disposition plutôt soi-même de l'espace de nature, non pas du statut de la nature. Là, le débat, voilà, je pense qu'il y a une charnière pour moi qui est vraiment importante, c'est celle entre, est-ce qu'on discute sur le statut de nature ou la relation des artistes avec le statut de nature, hein, voire l'état de nature, ça fait d'autres références. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'espace de nature. Donc, pas Oui. l'espace géographique, hein, j'entends bien, mais qu'est-ce que c'est que cet espace de nature et comment la spiritualité, c'est une démarche qui nous sort de notre ego et de notre continuum humanoïde, pour s'étendre à cet espace de nature. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle la culture, si la nature n'existe pas, la culture est en voie de disparition, comme une étoile qui est déjà morte. Oui, j'ai comme l'impression que tu es en quête de la beauté de la nature aussi, parce que ces instruments de musique sont des sculptures, manifestement, dont tu recherches la beauté propre à la matière du bois, propre à l'érection de l'arbre, et que tu sculptes d'une façon quasiment primitive. Et puis tu recherches la beauté sonore de la nature, dans la vibration que tu fais ressortir avec le toucher tactile des instruments de bois que tu crées. Alors, j'ai l'impression que ta fabulation à toi de la nature, c'est dans la relation de l'homme avec la nature. J'ai l'impression que tu les unis comme dans les sociétés animistes. Et en fait, tu en recherches la beauté. Parce que je pourrais aussi te montrer la laideur, la monstruosité de la nature, Bien sûr. dévoratrice, prédatrice. Toi, tu as fait le choix d'une fabulation, on va dire, heureuse, harmonieuse. J'ai pas vraiment fait ce choix en fait, puisque c'est la tronçonneuse quand même,
c'est la tronçonneuse et le fait de donner la mort qui m'a amené à faire ces sculptures. Donc ce son, c'est vraiment une apparition. C'est pas quelque chose que j'ai volontairement produit, inventé, élaboré. Une de mes sculptures un jour s'est mise à chanter et elle m'a fait basculer dans mon cheminement qui était plus effectivement les yeux ouverts vers le chaos et Peux-tu raconter ce moment, peux-tu raconter ce moment où tu as entendu pour la première fois la musique de la nature qui t'est apparue? Et la musique de la nature, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la musique des arbrassons, le son des arbrassons. J'ai travaillé en tant que sculpteur, d'une part, dans un geste que je voulais calligraphique. C'est ça qui rejoint pour moi l'espace de nature, c'est aussi l'improvisation, la notion de calligraphie, de gestes, comme on dit en japonais, mushotoku, sans but ni profit. Voilà, d'une instantanéité. Et là, je rejoins ton travail et sur la socialité de l'art, de le remettre au cœur de la vie, au cœur de quelque chose qui est en mouvement, quoi. Donc, je me suis mis à faire ces sculptures qu'on voit là. Ça, c'est mon atelier. Il y a des formes très différentes, évidemment inspirées du végétal, mais surtout, il y a toutes ces coupes, puisque je suis maître de sabre aussi. Donc, je apprends à trancher. Et quand on apprend le sabre, on apprend aussi ce que c'est couper un corps. Donc, ça n'a rien forcément de très, très beau, mais on doit le faire avec beauté. Et moi, j'ai coupé des arbres et je me suis dit, peu importe, je me suis fait traiter d'assassin souvent. Je me dis, là, les gens mettent du pathos là où il n'est pas question d'en avoir. C'est si on le fait avec beauté, on peut le faire et pas inutilement. Voilà, donc j'ai fait mes sculptures sans idée préconçue. Par contre, il y a ces entailles successives qui étaient une manière pour moi, un dialogue très classique, hein, c'est extrêmement courant dans la sculpture, le dialogue du plein du vide. Bon, voilà. Sauf que moi, ça me ramenait à la physique quantique. Et là, il y a quelque chose qui m'intéressait profondément. C'est cet espace de nature, il existe dans cette parole spirituelle qui est que le monde n'existe que parce qu'on l'expérimente. C'est une parole bouddhiste qui rejoint les questions de la physique quantique aujourd'hui. Donc, au début, j'étais juste là-dedans. Et puis un jour, à la fin d'une exposition, je pose la main sur une de mes sculptures, un peu comme la Lune, là, avec juste ces séries d'entailles très simples. Et j'ai une envolée d'oiseaux qui jaillit et la sculpture était parfaite. J'ai pas fait mieux depuis, jamais fait mieux depuis. Depuis 20 ans, j'ai fait d'autres sons, mais ça, je sais les faire, je sais pas comment. C'est pas de la technologie. À gauche dans l'image, c'est l'arbre à musique avec lequel tu jouais dans le portail roman. Hein? Je reconnais. C'est ça. Moi, je te propose de revenir à quelques idées sur la fabulation de la nature que nous développons avec quelques images, si Marie-Laure peut les envoyer. J'essaye de faire valoir qu'il y a beaucoup de fabulations différentes et la tienne est très remarquable et je l'aime énormément. Mais si je veux revenir dans un monde plus trivial, aujourd'hui, je dis le monde est devenu plastique, c'est-à-dire tout à fait à l'opposé de ta fabulation à toi. Et il y a une autre fabulation du monde industriel, du monde capitaliste, de production et consommation. Et si on regarde l'image suivante, je vais souligner ça. Oui. Nous sommes dans un monde numérique. Tu vois, ce tableau-là, c'est une peinture acrylique de code barre QR, comme sur les billets d'avion, des cartes d'embarquement d'Air Canada ou d'Air France quand je viens vous voir. Bon, j'appelle ça un paysage numérique parce qu'en fait, aujourd'hui, nous avons une conception de la nature qui est de plus en plus numérique. Tous les fichiers que nous avons sur les équilibres ou les déséquilibres écologiques, le plancton, ce sont des fichiers numériques, comme si la nature était la production d'un algorithme, on va dire divin ou naturel, peu importe. Mais disons qu'aujourd'hui, la métaphore de la nature, c'est que nous sommes dans un monde numérique. Et à partir de là, un monde numérique, ça veut dire aussi la vie artificielle, l'intelligence artificielle, tout ce qui est synthétique. Et avec tous les inconvénients, à l'opposé de ce que l'harmonie que tu nous montrais, tu vois, c'est un travail qui est fait en Allemagne en 76. 1, 2, Bleis, ça veut dire 1, 2, 3, Bleis, le plomb. C'était un travail écologique pour dénoncer la pollution du plomb dans un petit village d'Allemagne. On pourrait dire aussi 1, 2, 3 en allemand, 1, 2, 3. 1, 2, Blei, 3.
Ça, c'était aussi pour dénoncer la mort de la nature à Mexico, dans le bosquet de Chapultepec, qui est le poumon de la ville de Mexico. Ça, c'était en 82. Des signalisations que j'avais mises dans cette forêt, à côté du musée d'art moderne où j'exposais, pour montrer la mort de la nature. La muerte, l'arbol se muere. C'est en réalité, en même temps que ton monde à toi, nous avons un monde où on détruit la nature. Moi, je sais aussi ce que c'est qu'une tronçonneuse. Dans ma forêt, j'ai coupé à l'automne une trentaine d'arbres morts, mais c'était pour faire mon bois de chauffage pour l'hiver. Et j'adore regarder les flammes de mon bois, je le récupère. Tu vois, ils sont la foresta amazzonica, je suis la forêt amazonienne. Bon, voilà ce que nous faisons avec la nature en même temps que toi. Dans d'autres régions, nous la brûlons, nous la détruisons pour industrialiser, pour développer de la monoculture industrielle. Alors, toutes ces différentes conceptions de la nature coexistent et il faut se battre. Parce qu'aujourd'hui, on dit que nous sommes arrivés à l'époque de l'Anthropocène, c'est-à-dire que finalement, la signature de l'homme sur la nature est plus forte que la puissance de la nature géologique. Et nous nous croyons vainqueurs de la nature. C'est une vieille histoire qui remonte aux dieux monothéistes, parce que les monothéistes, finalement, nous ont appris à dévaloriser la nature, à la dominer, comme disait Descartes. Mais en fait, nous avons, dans cette il y a un paradoxe parce qu'en même temps, nous sommes dans l'Anthropocène, nous avons la puissance du numérique, nous croyons dominer la nature, et puis finalement, ce sont toutes sortes de calamités qui apparaissent. Et nous essayons de soigner ces calamités par le numérique, donc qui est en même temps le problème et la solution. Mais un petit virus de rien du tout, qu'on ne voit même pas, est capable de nous montrer que l'Anthropocène, c'est une vaste fabulation toxique parce que derrière la gloire de l'Anthropocène, du numérique, de la puissance du numérique, en fait, on s'aperçoit que la nature est encore là et peut-être absolument nous mettre à plat, faire retomber tous nos rêves de puissance humaine et numérique. Alors, tout le jeu entre l'homme et la nature est très chaotique à l'heure actuelle. Alors peut-être on peut la sauver comme toi, avec ces instruments de musique qui nous parlent. Peut-être aussi qu'on peut la soigner numériquement en ayant des datas qui permettent d'intervenir. Voilà la situation de la nature actuelle qui n'a plus rien à voir avec la nature numérique, qui est une bataille entre une conception, on va dire, quasiment animiste de la nature, dont nous sommes partie prenante, et puis cette espèce de volonté de puissance que nous avons développée et nous avons transformé la nature en un réservoir de ressources naturelles. Alors voilà, c'est vraiment un grand débat. J'ai pris un coup de sabre. Oui, un coup de sabre, ouais. Je pense pour ma part qu'on devrait retrouver, et c'est ce qui m'intéresse dans ton travail, une forme d'animisme numérique. Voilà, là, l'affiche du livre de David Kopenawa sur un précis de contre-anthropologie. C'est intéressant de voir comment les peuples premiers nous jugent, eux, selon leurs propres concepts et leur propre mythologie. On se situe beaucoup trop au centre du monde. On est dévastateur, mais en fait, la nature est 10 000 fois plus puissante. Moi, j'ai absolument pas peur et extrêmement confiance, mais on va avoir très mal. Moi, je pense plutôt personnellement qu'on est en voie, quand je dis en voie de pixelisation, c'est-à-dire de se transformer en 0 et en 1. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de disparaître. On n'a que des démonstrations formelles d'hyperpuissance et de destruction de notre monde, donc on est fasciné par ça, mais en réalité, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout par rapport au monde du mythe, à la dimension du mythe, et à la dimension autre que cet espace de nature, cette vastitude. Nous sommes en train de disparaître. On a déjà disparu, mais on ne le sait pas encore parce qu'on continue à briller. Et on croit en cette lumière qui est dans le numérique. Le numérique, c'est qu'une lumière d'une civilisation qui a déjà disparu pour moi. Voilà. Et il est urgent, effectivement, même de remettre une mythologie, comme tu le fais, dans le numérique, si on veut qu'il serve la vie, quoi. Il faut le réaborder par ces outils-là.
ces c'est ça. ces interfaces qui ne sont pas que des interfaces justement technologiques, mais des interfaces humaines et sociales. Ce sont les mythes qui nous gouvernent, nos imaginaires collectifs. Alors, il y a des mythes toxiques et il y a des mythes bénéfiques. Voilà. Et nous avons tellement de mythes toxiques à l'heure actuelle que l'ancienne normalité, euh, il faut redécouvrir les mythes positifs. Alors, ce tableau-là, qui est carré, c'est un code barre QR parce que je suis convaincu que nous sommes dans l'ère du numérique inévitablement maintenant et pour longtemps. Et qui dit, si on le scanne, si nous ne croyons pas en l'homme, il n'y a pas de solution. Et ça, je fais beaucoup de peintures qui sont de ce sens-là. Voilà, Marie-Laure montre l'affichage, son scan fonctionne bien. Et c'est de la peinture acrylique, hein, bon, c'est de l'artisanat, comme les moines du Moyen-Âge peignaient leurs icônes. Pour moi, c'est une icône, c'est un mantra qui montre nous nous croyons modernes, nous croyons même post-modernes, mais en fait, ce sont les mythes qui nous gouvernent. Et il faut les choisir. Il y a des mythes bénéfiques et il y a des mythes toxiques qui sont des hallucinations. Nous vivons avec l'anthropocène et le numérique dans une hallucination. Cette hallucination, il ne faut pas la diaboliser nécessairement à tout coup. Le numérique, c'est aussi une solution. C'est aussi ce qui nous rapproche, ce qui nous permet d'avoir une conscience planétaire, ce qui nous permet de développer une éthique planétaire. Mais justement, ça me permet de rebondir sur cette question de l'art numérique et art et nature numérique. Je suis beaucoup ça parce qu'en réalité, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous connaissez le commissaire d'exposition Jens Hauser? Jens a, depuis quelques années, monté plusieurs grosses expositions sur le vert. Il dit tout verdir. Et il s'oppose au fait de tout verdir. Et d'une chose qui est assez juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le symbole universel de la nature, c'est le vert. Ça doit t'intéresser, toi qui travailles sur l'anthropologie des couleurs. Et justement, il exprime une chose qui est quand même assez symbolique, c'est qu'en fait, le vert dans la nature est la seule couleur qui ne sert à rien aux plantes. Donc, si on la voit, c'est précisément parce qu'elle la rejette. C'est parce qu'elle ne l'absorbe pas. Elle est reflétée. Exact. Mais la nature est politique aussi. Donc, effectivement, en termes d'optique, ce que tu dis est fondamental. Mais en fait, le vert est pour nous une valeur symbolique comme le bleu pour la Sainte Vierge ou pour l'Europe. Oui. Et en fait, ça montre à quel point notre perception de la nature est culturelle et politique. Et elle a toujours été comme ça. À l'époque animiste ou magique, les couleurs étaient des marquages dans les tribus, des différentes fonctions, activités, de l'initiation des enfants, etc. Les couleurs ne sont pas naturelles, ce sont effectivement des marquages socioculturels. C'est ce que je démontre dans mon livre sur la couleur depuis la préhistoire jusqu'au XXIe siècle. La couleur, c'est une production idéologique, politique, sociale. Et c'est la nature elle-même est pour nous une conscience, une production scientifique, technoscientifique, écologique, numérique. La nature n'existe pas. C'était bien le titre de cette rencontre. Ou alors n'existe que la nature. Nous existons. Oui, oui, mais voilà, il faut en avoir vraiment conscience. Et j'ajouterais, il faut vraiment prendre conscience de la fragilité de la nature. Nous avons découvert avec la pandémie à quel point la nature est puissante, à quel point nous sommes fragiles. Et nous comprenons aussi qu'en tuant la nature, nous nous tirons dans le pied, nous nous détruisons nous-mêmes. Donc, cette fragilité de la nature, c'est une nouvelle fabulation. Maman est malade, papa est en train de la violer. C'est une métaphore aussi qui est anthropomorphique. Tous les mythes sont anthropomorphiques. Bon. Et actuellement, notre problème principal, ce n'est plus de faire du tourisme pittoresque, ce n'est plus de la promenade solitaire de Jean-Jacques Rousseau qui fait un herbier, c'est de sauver la nature et de nous sauver nous-mêmes en sauvant la nature. Et moi, je dis, l'éthique planétaire commence par le respect de la nature.
Et celui qui respecte la nature va apprendre à respecter l'autre, va apprendre à respecter l'homme. Alors, donc, il y a une dimension complètement éthique pour moi dans notre rapport à la nature. Mhm. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ce n'est pas la nature qui est en danger, c'est profondément l'homme, c'est profondément la pensée, c'est profondément cette question de la relation. On est en pleine ère de distanciation. Voilà, l'Anthropocène, c'est aussi une ère de distanciation. Je ne crois pas que la nature soit en danger. La nature a des millions d'années devant elle et des ressources dans la microfaune absolument faramineuses. C'est la réduction au niveau uniquement du concept ou du langage du monde réel. C'est la réduction du réel à ses représentations qui est un problème. Ce n'est pas la destruction forcément de l'Amazonie, même si je suis tout à fait d'accord d'un point de vue politique, d'un point de vue pour qu'il s'agit d'un enjeu fondamental. Hein. Mais tu vois, d'un point de vue philosophique, je pense que la question, elle est autre. Elle est Oui. vraiment liée au danger qu'il y a de réduire le réel à ces représentations qui se limitent de plus en plus aujourd'hui, justement, aux interfaces numériques et au filtrage de ceux qui ont pris le pouvoir sur le numérique. Alors qu'au départ, c'était un grand... Quand tu as monté cet espace multimédia, le numérique était un espace de liberté où pouvaient se développer des avant-gardes. Mais aujourd'hui, il y a tellement de filtrage qu'il faut être quasiment un pirate pour réellement utiliser cet outil comme un outil de liberté. Voilà, Oui. C'est cette réduction qui est dangereuse, à mon avis, quoi. Oui, parce que tu penses que le réel est plus fort que le virtuel. Et je suis d'accord avec toi. Et si nous redécouvrions aujourd'hui le réel, nous apercevrions qu'il est bien plus merveilleux que le virtuel. C'est pas peu dire. Attention, messieurs, c'est la fin de notre conversation. Je vous remercie infiniment. Merci Hervé.